En ce moment même où vous regardez cette vidéo, une montagne du Pérou est maintenue en équilibre par quelque chose que presque personne n'a photographié. L'histoire que vous connaissez est simple. Machu Picchu, résidence royale de l'empereur Pachacuti, construite au XVe siècle, attire chaque année plus d'1 million de visiteurs. Terrasses, temples, la carte postale. Mais ces dernières années, 4 équipes distinctes ont exploré ce site avec 4 technologies différentes. Séquençage du génome, scanner laser embarqué sur des drones, fouilles sous les terrasses, cartographie des failles par satellite. Aucune ne recherchait la même chose, aucune ne travaillait de concert, et toutes sont revenues avec la même conclusion, une conclusion bien différente de celle que l'on trouve dans les guides touristiques. Car ce qui se cache sous Machu Picchu est plus vaste, plus ancien et considérablement plus étrange que la cité qui la surplombe. Et presque rien n'est visible depuis les sentiers battus. Pour en découvrir les premiers vestiges, il faut quitter la citadelle. À 8 kilomètres en aval, hors des sentiers battus, se trouve un complexe cérémoniel appelé Chachabamba, une pierre d'autel sculptée, 14 bains rituels, un réseau de canaux alimentés par la rivière, construit pour acheminer l'eau jusqu'au site. Les archéologues connaissaient ce site depuis des décennies. Ce qu'ils ignoraient, c'était l'étendue des vestiges encore dissimulés par la forêt. Une équipe dirigée par Bartłomiej Chmielewski de l'Université des sciences et technologies de Wrocław a donc installé un scanner laser sur un drone et l'a fait survoler la canopée. Le lidar fonctionne selon un principe simple. L'instrument émet des centaines de milliers d'impulsions laser par seconde vers le sol. La plupart d'entre elles heurtent les feuilles et rebondissent rapidement, mais une petite fraction se glisse entre elles, frappe la terre nue et revient une fraction de seconde plus tard. Un logiciel élimine les données ayant touché la végétation et ne conserve que les échos tardifs. Il en résulte la topographie du terrain, la forêt ayant été effacée. 12 structures, voilà ce qui est apparu. 12 bâtiments qui n'avaient jamais figuré sur aucune carte, aucun relevé, aucun rapport de fouille. Assis sous les arbres, à la lisière d'un site que les archéologues pensaient avoir déjà documenté. Les résultats ont été publiés dans le Journal of Archaeological Science en janvier 2022 grâce à la collaboration de spécialistes du Parc archéologique national du Machu Picchu au Pérou et de l'équipe polonaise. Voici le point qui devrait vous inquiéter. Ces bâtiments n'étaient pas cachés dans une vallée reculée. Dominika Siczkowska, du Centre d'études andines de l'Université de Varsovie, qui a participé à l'étude, a souligné qu'il se trouvait à environ 18 mètres du secteur cérémoniel principal. 18 mètres. Pendant des années, des chercheurs les ont observés, se sont tenus à leur côté et ont étudié la pierre d'autel voisine. Et le détail le plus important n'est pas le nombre, mais la qualité de la construction. L'analyse des scans a révélé que les nouveaux bâtiments avaient été érigés de manière beaucoup plus rudimentaire que le noyau cérémoniel situé à 2 pas. Des mains différentes, un but différent. Siczkowska a avancé l'hypothèse, s'appuyant notamment sur des outils de tissage retrouvés lors de fouilles antérieures, que Chachabamba était entretenu principalement par des femmes. Le tissage était une activité féminine dans l'état inca. Les bâtiments rudimentaires ressemblent aux lieux d'habitation. Ainsi, le survol d'une vallée envahie par la végétation par un drone a permis d'ajouter 12 bâtiments à un site étudié sans interruption depuis 1911. Ce qui soulève une question évidente. Pourquoi aucun autre drone n'a-t-il jamais survolé une vallée? Mais une question plus pertinente encore se pose. Si Chachabamba était habité, si des personnes vivaient dans ces bâtiments rudimentaires pour entretenir les bains et nettoyer les canaux, alors quelqu'un devait les approvisionner, quelqu'un décidait à qui allait là. 1 an et demi après la publication de cette étude, une autre équipe s'est mise à la recherche de ces personnes, précisément là où personne n'avait encore cherché leurs ossements. En juillet 2023, une équipe dirigée par Lucie Salazar et Richard Burger de l'université de Yale, en collaboration avec le généticien Lars Ferenschmitz, a publié dans la revue Science Advance une étude inédite à Machu Picchu. Ils ont séquencé les restes de 68 individus, 34 enterrés à Machu Picchu et 34 à Cusco, la capitale impériale servant de groupe de comparaison. Ce deuxième ensemble de données est ce qui donne tout son sens au résultat. Sans lui, on n'a qu'une liste d'ascendance. Avec lui, on obtient un contraste. L'attente était simple. Le Machu Picchu se situe dans les hauts plateaux du sud du Pérou. Les personnes qui y sont enterrées devaient appartenir aux principales populations de ces hauts plateaux, des locaux, du personnel recruté dans les vallées environnantes, 7 sur 34 personnes. Seuls 7 avaient des ancêtres originaires des hauts plateaux du sud. Environ un tiers du groupe avait d'importantes origines amazoniennes, provenant non pas d'un seul endroit, mais d'au moins 2 régions distinctes du bassin amazonien. 13 autres avaient des origines mixtes, des lignées s'étendant jusqu'à l'est de ce qui est aujourd'hui le Brésil et le Paraguay. Des ancêtres originaires de la forêt tropicale de plaine, à 2400 mètres d'altitude, dans une citadelle de forêt de nuages que les guides touristiques décrivent comme un palais impérial. Et la comparaison avec Cusco a accentué ce constat. Cette population était également diverse, mais d'une manière différente.
Ce qui a rassemblé les personnes au Machu Picchu n'était pas le bouillonnement habituel d'une capitale impériale située à 80 km de là, c'était spécifique à ce site. Salazar a bien précisé ce que cela signifiait et cette distinction est importante. Il n'y avait pas d'esclaves dans le monde andin, a-t-elle déclaré. Les individus étaient arrachés à leur terre d'origine et affectés au service des familles royales incas à vie, notamment comme domestiques dans des domaines ruraux comme celui-ci. Il ne s'agissait ni de captifs, ni de migrants, des personnes déplacées de centaines de kilomètres par la politique impériale et maintenues sur place. Sur les 34 sites étudiés, l'équipe n'a trouvé qu'une seule relation familiale étroite, une mère et sa fille. Dans une population de cette taille, issue d'une communauté ordinaire, on s'attendrait à trouver des frères et sœurs, des cousins, des grands-parents. Il n'y en avait aucun. Ces personnes n'étaient pas des familles ayant déménagé ensemble, c'étaient que des individus sélectionnés un par un dans différentes régions d'un empire de 2 millions de kilomètres carrés. Et puis là qu'il y a les sépultures elles-mêmes, dit amazoniennes, côtières, montagnardes, peu importe. Tous étaient enterrés ensemble dans les mêmes grands cimetières, sans aucune distinction d'origine. Le mot qui doit donc disparaître du guide est retraite. Un lieu de retraite est un endroit où une famille se retire pour se reposer. Ce que les génomes décrivent, c'est une installation occupée par des personnes venues délibérément de tout un continent, se mélangeant à leur arrivée et enterrées là où elles ont servi. Ce qui soulève la question à laquelle les ossements ne peuvent répondre, si l'Empire a déployé tant d'efforts pour installer ces personnes en particulier sur cette crête précise, alors ce qu'elles y entretenaient en valait la peine, et pour comprendre de quoi il s'agissait, il faut cesser de regarder les bâtiments et commencer à creuser en dessous. Chaque photographie jamais prise du Machu Picchu ne montre que moins de la moitié du site, non pas à cause de l'angle de prise de vue, mais à cause du terrain. Lorsque l'ingénieur civil américain Kenneth Wright a commencé à étudier les systèmes d'approvisionnement en eau de la citadelle avec ses collègues péruvien, il ne se posait pas de questions archéologiques. Il se posait les questions qu'un ingénieur se pose à propos de toute structure située sur une pente raide et humide. Où va l'eau et pourquoi n'a-t-elle pas glissé le long de la montagne? La conclusion à laquelle il est parvenu, et le chiffre qui fait depuis référence dans la littérature technique, est qu'environ 60% des efforts de construction du Machu Picchu ont été consacrés à des travaux invisibles, 60% souterrains. Creusez l'une de ces terrasses et voici ce que vous y trouverez. En surface, une couche de terre végétale suffisamment épaisse pour permettre la croissance des plantes. En dessous, un lit de sable et de matériaux plus fins, encore plus bas, du gravier plus grossier. Et en dessous, des éclats de granit concassés, résidus de la taille de la pierre, compactés comme remblais et s'étendant sur plusieurs mètres de profondeur avant d'atteindre la moindre trace de végétation naturelle. Il ne s'agit pas d'un parterre de jardin. Il s'agit d'un système de drainage multicouche, chaque couche étant dimensionnée pour laisser passer l'eau vers la suivante sans entraîner la terre située au-dessus. Ce qui signifie que les terrasses ne sont pas de véritables terres agricoles avec vue, elles constituent la partie visible d'un système de drainage. L'eau arrive en amont du site, s'écoule dans des canaux en pierre taillée, se déverse sur les parements des terrasses, puis s'infiltre à travers la terre végétale, le sable, le gravier, les éboulis et jusqu'au pied de la montagne. L'eau ne stagne pas, elle n'emporte pas la pente. Cela se produit depuis environ 600 ans sur un versant qui reçoit environ 2000 mm de pluie par an et ce matin encore, sans entretien ni surveillance. Imaginez maintenant les contraintes, pas d'outils en fer, pas de roues, pas d'animaux de trait capables de hisser des charges sur cette crête et même dans les plus belles maçonneries, aucun mortier entre les pierres. Ceux qui ont bâti cet ouvrage avaient compris quelque chose que les ingénieurs civils modernes ont dû déduire mathématiquement. Sur une pente comme celle-ci, une structure s'effondre par le dessous, l'eau s'infiltre dans le sol, celui-ci perd de sa résistance et tout s'écroule. Ils ont donc consacré plus d'efforts à la partie invisible qu'à la partie visible. Une précision importante, 60% est une estimation de l'effort de construction. Il ne s'agit pas d'une mesure d'espace creux ni d'une affirmation quant à l'existence d'une cité cachée en dessous. Il y a des fondations, du remblai et un système de drainage. Voilà ce qui se trouve sous les terrasses, mais cela suffit à redéfinir la perception du site. La carte postale en est la couverture. Elle explique comment le Machu Picchu résiste à la pluie. Elle n'explique cependant pas comment il résiste au tremblement de terre. Pour cela, il faut aller bien au-delà des fondations, jusqu'à la roche sur laquelle les Incas ont choisi de bâtir. Le Pérou se situe sur l'une des marges sismiques les plus violentes de la planète. Cusco, à 80 km de là, a été rasé plus d'une fois. Le Machu Picchu, sur une crête étroite à flanc de colline, construit sans mortier, n'a jamais subi de dommages structurels importants lors d'un séisme en 600 ans. Rualdo Menegat, géologue à l'Université fédérale de Rio Grande do Sul au Brésil, a consacré 11 années à comprendre précisément ce phénomène.
4 expéditions, des images satellites recoupées avec des mesures de terrain, puis vérifiées auprès de géologues, archéologues et écologistes péruviens avant toute présentation, ont permis de mettre au jour les résultats lors de la réunion annuelle de la Société géologique d'Amérique à Phoenix le 23 septembre 2019. Il a cartographié un réseau de fractures, non pas une simple fissure, mais un système complexe à toutes les échelles, depuis des fissures millimétriques traversant des blocs erratiques jusqu'à des failles de plus de 170 km de long. Certaines de ces structures importantes correspondent aux failles qui ont soulevé les Andes centrales au cours des 8 derniers millions d'années, et elles s'étendent dans 2 directions. L'une est orientée nord-est-sud-ouest, l'autre nord-ouest-sud-est. Elles se croisent sous la citadelle et forment un X. Selon Meneghat, ce n'est pas l'emplacement de la construction Inca qui est le fruit du hasard, mais la raison même de cette construction. Tout commence par la pierre. Un substratum rocheux fracturé ne constitue pas une masse compacte exploitable. On obtient ainsi du granit déjà clivé selon des plans naturels nets, ce qui répond à une question que l'on se pose depuis un siècle face à des murs où il est impossible de glisser une carte entre les blocs. La roche est arrivée préfracturée le long de faces exploitables. Menga l'affirme sans détour, et sans un substrat fracturé, un site comme celui-ci n'aurait jamais pu être construit en haute montagne. Vient ensuite l'eau. Les fractures canalisent la pluie et l'eau de fonte à travers la montagne, les acheminant vers le site plutôt que de les en éloigner. Et puis il y a le mouvement, un sol fracturé a un espace où se dissiper. Il absorbe et disperse l'énergie sismique au lieu de la transmettre intacte à une fondation rigide. Le détail qui achève l'argumentation est l'agencement. Meneghat a constaté que les différents secteurs de la citadelle, ses champs agricoles, ses bâtiments et ses escaliers, étaient tous orientés selon le sens de ces failles. La ville est une carte géologique lisible du sous-sol. Ollantaytambo, Pisac et Cusco se situent à des intersections comparables. Quoi qu'il en soit, il s'agissait d'une méthode et non d'un simple coup de chance. Soyons francs, c'était une présentation lors d'une conférence et une interprétation, pas une question tranchée. D'autres géologues acceptent pleinement la cartographie des fractures, mais interprètent différemment le choix du site. Ils y voient plutôt des bâtisseurs privilégiant la pierre exploitable et l'eau courante plutôt qu'une conception délibérée pour se prémunir contre les séismes. Cette objection est légitime et le débat reste ouvert. Quoi qu'il en soit, ce choix n'était pas aléatoire et il existe un autre élément de précision sur cette crête sans aucun lien avec la roche. Au point culminant de la citadelle, sur une plateforme étagée en terrasse, se trouve un bloc de granit sculpté, jamais extrait ni transporté. Il a été taillé sur place directement dans le socle rocheux du sommet. Son nom est Intihuatana, que l'on pourrait traduire par l'endroit où le soleil est attaché. Pendant la majeure partie du XXe siècle, il a été répertorié comme un objet rituel, cérémoniel et décoratif, une pierre sculptée sur une haute plateforme, le genre de choses qu'on classe dans la catégorie religion et qu'on laisse de côté, puis on a commencé à la mesurer. Ses principaux bords sont proches du nord géographique et non du nord magnétique, celui qu'indique la boussole et qui se déplace de plusieurs dizaines de kilomètres par an sur le globe, ayant considérablement bougé depuis le XVe siècle. Le nord géographique, c'est l'axe de rotation de la planète. Une boussole ne le trouvera pas. On le trouve en observant le ciel, en repérant les zones où les ombres sont les plus courtes et en répétant cette observation année après année. Et cette pierre n'est pas le seul élément de cette crête alignée avec le ciel. L'astronome David Dearborn, en collaboration avec des archéologues sur le site, a documenté le bâtiment aujourd'hui appelé le Torreon, la tour incurvée à l'est de la citadelle. L'une de ses fenêtres encadre le lever du soleil au solstice de juin et ce, de façon très précise. La lumière entre, traverse la fenêtre et se projette sur un bloc sculpté à l'intérieur les matins du solstice et à aucun autre moment de l'année. Ce n'est pas un simple ornement. Il s'agit d'un instrument intégré à la maçonnerie pour fixer une date. Le hic et il est de taille. Les chiffres précis de l'alignement de l'Intihuatana circulent en ligne avec une assurance supérieure à celle des publications scientifiques. Et sa fonction exacte fait encore débat. Certains chercheurs l'interprètent comme un gnomon, un dispositif permettant de suivre la course du soleil au fil de l'année. D'autres y voient une pierre de visée pointant vers des éléments à l'horizon. Le débat reste ouvert. Ce qui est incontestable, en revanche, c'est la configuration. Car regardez ce qui s'est accumulé sur cette unique crête, un site situé à l'intersection de failles dont la cartographie a nécessité 11 ans et l'utilisation d'images satellites, un système de drainage souterrain dont la construction a exigé davantage de main-d'œuvre que la ville visible en surface, une main-d'œuvre rassemblée par la politique du site sur une superficie de plus de 2 millions de kilomètres carrés et une maçonnerie au sommet alignée sur l'axe de la Terre et le mouvement du Soleil. 4 disciplines différentes, 4 siècles d'utilisation d'outils, personne ne les a coordonnés. Tous ces travaux décrivent la même chose, non pas un palais situé par hasard dans un endroit magnifique,
Un site choisi, aménagé, doté en personnel et orienté délibérément selon 4 axes simultanément, ce qui signifie que la question pertinente n'est plus de savoir comment il a été construit, mais quel terme devrait être employé pour désigner un tel lieu, car le terme actuellement employé dans tous les guides touristiques cause d'énormes dégâts insidieux. Ce terme est retraite et parfois domaine, parfois palais de campagne. Il apparaît sur les panneaux d'interprétation, dans les descriptions des visites guidées, dans la première phrase de presque tous les articles consacrés au site. Et il véhicule une idée précise, les loisirs, une résidence secondaire. Un lieu où un empereur se retirait pour échapper aux tâches de la gestion d'un empire. Comparons cela aux faits désormais établis par 4 preuves indépendantes. Le choix du site repose sur une géologie qui nécessite l'imagerie satellitaire et une décennie de travaux de terrain pour être caractérisé. Le sol sous les terrasses a exigé davantage d'efforts de construction que tout ce qui se trouve au-dessus. Il a été aménagé en strates étagées, c'est pour permettre l'écoulement de l'eau le long du flanc de la montagne sans l'entraîner dans son effondrement. Les personnes qui y vivaient et y travaillaient ont été déplacées par la politique impériale depuis l'autre bout du continent. La plupart d'entre elles provenaient de régions très éloignées des hauts plateaux du sud. Et enterrés ensemble, peu importe leur origine, la maçonnerie au sommet est fixée à l'axe de la Terre. Ce n'est pas une maison de vacances, c'est une infrastructure implantée selon la géologie, drainée par l'ingénierie, gérée par l'administration, orientée selon l'astronomie. 4 systèmes intégrés sur une seule crête, et voilà le prix du mot retraite. Il signifie que le site est terminé, compris, photographié, catalogué, bouclé. C'est précisément cette hypothèse qui a laissé 12 bâtiments indétectés dans la canopée de Chachabamba, à 18 mètres d'un complexe que les chercheurs fouillaient depuis des années, jusqu'à ce qu'un drone le survole en 2022. Une vallée, un vol, 12 structures. Personne n'a survolé les autres. Le sanctuaire historique du Machu Picchu couvre environ 32 000 hectares de forêt de nuages. La majeure partie est escarpée, la majeure partie est sous la canopée et presque aucune n'a été cartographiée par lidar. Au vu des données de la seule vallée scannée, il est raisonnable de penser que le site n'est pas entièrement cartographié. On ignore simplement son étendue, or la pression qu'il subit ne cesse de croître. Plus d'1 million de visiteurs par an foulent un site dont la structure porteuse repose sur la partie située sous leurs pieds, conçu pour une population résidente de quelques centaines d'habitants et jamais testé face à un tel afflux. Les services de conservation péruviens ont maintes fois souligné la pression exercée sur les sentiers, le drainage et les routes d'accès. L'aéroport de Chinchero, longtemps bloqué suite aux enquêtes pour corruption liées à l'affaire Odebrecht, est de nouveau opérationnel avec une capacité qui multiplierait le nombre d'arrivées dans la vallée sacrée. Il ne s'agit pas d'un complot, mais d'une simple inadéquation. Le volume d'activité était planifié en fonction de la version du site présentée dans les guides touristiques, la version finie, le palais avec vue, et non en fonction de la réalité que décrivent les découvertes de ces dernières années, un site plus vaste que ne le suggère la carte, structurellement dépendant d'un terrain invisible et encore en grande partie inexploré. Les Incas n'ont laissé aucun écrit, tout ce que nous savons de leurs intentions a été reconstitué à partir des vestiges, et pendant 5 siècles, ces vestiges se limitaient à ce qui était visible. Des murs émergeant de l'herbe, des terrasses ensoleillées, les parties les plus photogéniques, qui représentent en réalité moins de la moitié de la construction initiale. Le reste était conçu pour rester invisible, du granit concassé, tassé sur plusieurs mètres d'épaisseur, un système de drainage invisible à travers les remblais, des fondations ancrées dans une roche fracturée, choisies pour sa stabilité dimensionnelle. Le travail accompli reste invisible, insaisissable, et c'est pourtant la raison même de l'existence de ce panorama. C'est cet aspect qui mérite qu'on s'y attarde. Le monument que des gens du monde entier viennent admirer n'est que la plus petite réalisation de cette crête. Le véritable site a été délibérément enfoui et a survécu à tout ce qui se dresse au-dessus, une vallée explorée, 12 bâtiments dont l'existence était insoupçonnée et 32 000 hectares de forêt de nuages encore inexplorés.